Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque c'est le premier vlog que je fais sur la chaîne. C'est un type de format que je vous avais déjà proposé dans des précédentes vidéos ou dans des posts. Vous aviez été nombreux à me dire que ça vous intéressait. Donc du coup voilà, aujourd'hui c'est un vlog. Je vais donc vous emmener avec moi lors de la 14e itération des journées francophones de thérapie familiale qui se déroulaient à Lyon. Au moment où vous me voyez, je sors à peine de ces journées et je peux vous dire que c'était extrêmement qualitatif et que vraiment je me suis régalé. Ça a vraiment été des journées d'une immense richesse, ponctuées de moments significatifs. Donc si jamais ça vous intéresse de découvrir tout ça avec moi, on est parti tout de suite en vidéo. Pour les Lyonnais, parce qu'on est vraiment servi, vous montez à l'hôtel, je vais vous montrer par où est-ce qu'il faut que je passe. Regardez-moi ça. Il fait 30 degrés. Bon, après avoir galéré avec le métro, le tram, le bus, je suis enfin arrivé pour les journées francophones de thérapie familiale. C'est parti, ça commence par une introduction de Guy Oslos. Salut tout le monde, bon alors c'est la fin de la journée, c'était vraiment passionnant. Donc pour vous faire un petit récapitulatif, ça a commencé par une introduction autour de Guy Oslos. D'ailleurs si vous ne connaissez pas Guy Oslos, on en parlera très prochainement puisque je pense que je vous préparerai une vidéo pour la rentrée qui parlera de son ouvrage qui s'appelle La compétence des familles, qui est vraiment un immense classique en ce qui concerne l'approche systémique et le travail avec les familles. Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, Guy Oslos également, c'est vrai que c'est un des pionniers en fait de la thérapie familiale. C'est notamment un des premiers qui a vraiment commencé à faire des choses, notamment dans le milieu du soin, pour les adolescents notamment, qui pouvaient être dans des institutions. Et une de ses premières interventions, c'était de dire qu'il fallait enlever les blouses, par exemple, dans ces institutions, pour faire de l'institution un espace de vie normal, et non pas un espace pathologisant dans lequel on avait l'impression d'être à l'hôpital. Donc ça peut paraître complètement normal aujourd'hui, mais il faut se rappeler qu'il y a quelques dizaines d'années, c'était pas le cas. Et voilà, c'est notamment à Guy Oslos qu'on doit cette normalisation des institutions. La deuxième intervention ensuite, c'était une intervention très intéressante de Michel Delage, dans laquelle il parlait notamment de la notion du temps. Et il commençait avec ces deux citations qui semblaient se renvoyer la balle l'une et l'autre. La première, c'était une citation d'Aristote en fait, qui dit, je l'ai noté, « Le temps, c'est la mesure du changement ». Et la deuxième citation, c'en est une de Newton qui dit « Le temps est toujours là, même quand rien ne change ». Et il a commencé à développer comme ça son propos vis-à-vis de la notion du temps. Et il a une conceptualisation qui est assez intéressante. D'abord, il a commencé à expliquer que les hommes, depuis toujours, cherchent à mesurer le temps, à en faire une mesure quantifiable, et que ça, c'est presque depuis la nuit des temps. Puis il a commencé à parler du fait qu'au fil des générations, les temps ont commencé à changer. En tout cas, la perception du temps a commencé à changer. Et c'était à peu près au début de l'ère industrielle, où on voyait que entre plusieurs générations, il n'y avait pas la même conception du temps. Puis ensuite, dans les années 60, c'est quelque chose qui a commencé à s'accélérer encore plus, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'une génération, il y avait différentes manières d'appréhender le temps, et le temps ne semblait en tout cas ne pas s'écouler de la même manière. Et ce qu'on peut observer de manière générale, c'est une certaine forme d'accélération du temps. Alors d'un côté, il y a bien sûr cette accélération, mais ce que disait Michel Delage, c'était aussi que le temps semble se déréguler, c'est-à-dire que toutes les temporalités ne s'accélèrent pas,
de la même manière ni à la même vitesse. Par exemple, il va y avoir le temps familial qui va s'accélérer assez rapidement avec des bouleversements et des changements qui peuvent être très rapides, qui va dénoter par exemple avec le temps de l'administration ou alors le temps même du système judiciaire par exemple. Et cette notion des temporalités qui commence à se mélanger, c'est quelque chose qui peut même avoir des impacts sur l'identité. Il a notamment parlé de la notion d'ipséité. Vous savez, l'ipséité, c'est le fait qu'un être et la sensation d'être ce qu'il est et non pas autre chose. Et comme on vit une période dans laquelle il y a cette accélération, par exemple avec les réseaux sociaux, tout s'accélère et il peut y avoir un jour quelqu'un qui va poster quelque chose qui va faire un tollé monstrueux ou un scandale et presque du jour au lendemain, ça va changer sa perception de son identité. Et donc du coup, toute la question, ça va être de trouver dans l'espace de la thérapie ce qui perdure, ce qui peut faire lien dans l'identité. Ensuite, il a un petit peu changé de sujet, il a fait un parallèle entre le TDAH et l'attachement. Donc le TDAH, vous savez, c'est le trouble de l'attention avec hyperactivité. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous saviez que le TDAH est presque, à ma connaissance en tout cas, la seule pathologie qui a été créée, non pas à partir de la clinique, mais à partir de la pharmacologie en fait. C'est à partir de la découverte d'une molécule qu'on a construit cette représentation symptomatologique parce qu'on a vu que ça avait des effets auprès des enfants qui justement présentaient des troubles de l'attention. Ensuite, il a présenté une conceptualisation qui était intéressante avec 3 grandes bulles, 3 temporalités différentes en fait. La première, ça va être ce qu'il appelle lui le temps clinique, c'est-à-dire la temporalité qui va être liée aux problématiques avec lesquelles arrivent les clients qui viennent en consultation. C'est-à-dire que si une personne arrive parce qu'elle a un enfant qui présente une anorexie mentale ou alors qui a fait une tentative de suicide, eh bien évidemment que la temporalité doit être très réduite pour pouvoir proposer un accompagnement, qu'il ne faut pas attendre 6 mois pour pouvoir les accompagner. Mais à ce temps clinique va s'opposer le deuxième temps qui va être le temps technique. Et là, en l'occurrence, dans le temps technique, eh bien c'est la manière dont on va pouvoir mettre en place des accompagnements adaptés vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des organisations, de ce que l'on peut proposer. Donc en fait, ce temps technique, c'est de quelle manière est-ce qu'on s'organise pour apporter une réponse. Et après, il y a un troisième temps qu'il va appeler le temps gestionnaire, où là, évidemment, vous avez bien compris que ce sont d'autres préoccupations, mais qui peuvent avoir un impact sur les 3 autres temps. Après Michel Delage, il y a eu la pause, et puis ensuite, on a eu une présentation vraiment super intéressante de Muriel Minkens-Fourez. Et en fait, dans son intervention, elle parlait du travail d'équipe et de quelle manière est-ce qu'on pouvait faire des parallèles, en tout cas d'un point de vue conceptuel, entre le travail qu'on fait avec les familles, notamment dans l'approche systémique, et le travail en institution. Donc elle a notamment parlé des ingrédients qui étaient indispensables pour arriver à construire un espace de confiance dans le travail en équipe. Elle a également parlé de la fonction de direction qui était vraiment essentielle dans la mesure où elle devait permettre plusieurs choses. Une de ces fonctions, c'est notamment de garantir la finalité de l'action en adaptant les moyens pour pouvoir y arriver. C'est également de considérer et de soutenir les équipes dans l'exercice de leurs fonctions. Et elle a notamment insisté sur 3 choses essentielles pour elle, 3 temps du processus de décision qui sont vraiment très importantes à respecter. Le premier temps pour elle, c'est le temps du débat. Le second temps, c'est le temps de la prise de décision. Et ensuite, il y a le temps du suivi. Et en fait, ce qu'elle vient dire, c'est que parfois, il y a certains de ces temps-là qui sont oubliés. Et à ce moment-là, ça peut vraiment créer des crises très importantes. Par exemple, si on va commencer à faire le temps numéro 2 avant le temps numéro 1, ou qu'on ne laisse pas assez le temps du débat, eh bien, il va y avoir des prises de décision qui vont sembler sortir de nulle part et qui donnent la sensation à tout le monde que les décisions se prennent sans concertation. Et ça peut également être problématique si jamais il y a le temps 1 qui est effectué, mais pas le temps 2, c'est-à-dire que s'il y a tout le temps du débat, mais que quasiment à la fin d'une réunion, eh bien, il n'y a aucune prise de décision qui est effectuée à ce moment-là. Ça donne l'impression de s'enliser et que l'on n'avance pas. Ensuite, lorsqu'elle aborde les problématiques d'équipe, elle dit que lorsqu'il y a angoisse ou tension dans une équipe, la tendance spontanée va être à la fusion et à la recherche d'un coupable qui est responsable de la situation. Elle s'appuie notamment sur les travaux de Murray Bowen qui parlent des mécanismes de défense groupaux. Et dans cette conceptualisation, il y aurait 3 mécanismes de défense principaux. Le premier, ça va être une certaine indifférenciation du moi. Et donc du coup, ce qui commence à se passer, c'est que toute l'équipe commence quasiment à parler d'une même voix. Donc en fait, lui, il appelle ça la masse du moi institutionnel indifférencié. Ensuite, le deuxième mécanisme de défense groupale, ça va être la recherche d'un bouc émissaire. Et enfin, le troisième mécanisme de défense, ça va être le clivage et le mode de fonctionnement borderline à l'intérieur de l'équipe. Donc en gros, ça veut dire qu'il va y avoir des positions qui vont commencer à être vraiment clivées et qu'il y a des modes de pensée du style si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et donc du coup, ça commence à vraiment enfermer les gens dans des sous-groupes d'appartenance bien différenciés les uns des autres. Et donc ensuite, potentiellement, ce qu'on va voir apparaître, c'est lorsqu'un terme
un peu approximatif et prononcé par quelqu'un, il va être tout de suite jugé en fonction de son groupe d'appartenance. Et donc du coup, c'est presque toute sa parole ensuite qui est rejetée. Et du coup, on a tendance à faire comme ça des généralités et à mettre toutes les propositions d'une personne dans le même sac, à tout rejeter en bloc parce qu'il va avoir prononcé un terme qui n'était pas tout à fait juste ou pas tout à fait approprié à la situation. Ensuite, l'après-midi, du coup, c'était le temps des ateliers. Donc là, on avait le choix entre plusieurs ateliers. Moi, j'en ai choisi un, le premier. C'était à propos d'un jeu, en fait, qui a été élaboré par une psychologue et une créatrice de jeux de société, en fait, et qui va s'appeler Graines de rêve. Et vraiment, c'était quelque chose qui était très intéressant. Bon, le jeu en lui-même doit être intéressant dans la pratique, mais c'était vraiment intéressant sa manière de présenter les choses. Elle reprenait des éléments théoriques, des théories narratives, de David Epson et de Michael White notamment. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller découvrir ce jeu. Et ensuite, le deuxième atelier auquel j'ai participé était un atelier qui était animé par Maria Borska, qui parlait des génogrammes 4.0. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur le génogramme dans lequel j'avais utilisé un de ses ouvrages. Et donc du coup, c'était de quelle manière est-ce qu'on peut considérer la famille aujourd'hui avec tous les changements qu'il y a, notamment si on fait le lien avec le début de la journée, avec les temps qui s'accélèrent, avec des personnes qui peuvent faire partie d'une même famille mais en vivant à l'autre bout du monde, ou en tout cas pas sous le même toit. Et c'était vraiment une présentation qui était super intéressante, qui avait beaucoup d'éléments de sociologie, donc qui était assez théorique. Voilà, c'était tout pour cette première journée, je vous ai emmené avec moi, vraiment elle était passionnante. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. En tout cas moi, j'ai hâte d'être à demain pour la suite des aventures. Voilà, à demain. Alors ça y est, c'est le début de la deuxième journée. Donc vraiment, la journée d'hier était super intéressante. J'espère que cette deuxième le sera tout également. Là, ce matin, on va commencer avec une intervention d'Ignacio Garcia Orad, qui va s'intéresser à la question de la périnatalité. Donc j'ai vraiment hâte de voir de quelle manière est-ce qu'il va mêler cette question de la périnatalité à travers le prisme de l'approche systémique. Bon, allez, c'est l'heure d'y retourner. Je vous laisse. À tout de suite. Bon alors, cette deuxième journée était vraiment super intéressante. J'ai pas tellement eu le temps au fil de la journée de pouvoir filmer entre les interventions parce que le timing était un peu plus serré. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser quelque part dans une terrasse là parce qu'il fait une chaleur insupportable et que je vais essayer de me mettre un petit peu à l'ombre et puis je vais vous raconter tout ça. Il fait plus frais ici, je serai mieux pour vous raconter la suite de la journée. Donc après l'intervention d'Ignacio, il y a eu une intervention d'Anne de Keyser qui était vraiment très intéressante autour de la question de l'enfant ne fait pas la famille. C'était une modélisation systémique de l'attachement pour soutenir la famille en thérapie. Elle commence évidemment par parler de la théorie de l'attachement de Bowlby et elle explique que initialement, dans sa thèse, il y avait le mot perte également. C'est-à-dire que le titre de sa thèse exact, c'était attachement et perte. Et au fil du temps, eh bien justement, le mot perte a commencé à se perdre un petit peu. Et du coup, elle le réintroduit pour expliquer à quel point c'est important quand on parle de l'attachement, de parler aussi de la question de la perte. Ensuite, elle a parlé dans le soin du processus décisionnel. C'était une conceptualisation de Didier Robin, en fait, qui explique que le soin, ça s'élabore en 3 temps. Vous allez voir, ça ressemble énormément à ce dont je vous ai parlé dans la présentation de Muriel Minkens-Fourez, parce que c'est également des 3 temps qui ressemblent fortement. Le premier temps, ça va être le temps du débat. Le second temps, le temps de trancher. Et ensuite, le troisième, celui de l'application. Et ensuite, ce qu'elle explique, c'est qu'il va falloir répondre à 3 questions pour chacun de ces 3 temps. Et ces 3 questions, c'est qui, où et comment. Si je commence par exemple par le premier temps, qui est le temps du débat, il va falloir s'intéresser à qui est-ce qui participe au débat. Est-ce que par exemple, si on est dans une famille, ce sont les parents et les enfants qui participent au débat, ou simplement les enfants, ou simplement les parents. Il va falloir déterminer le où, c'est-à-dire où est-ce que ce débat va se mener, et ensuite il va falloir déterminer comment est-ce que ce débat va se mener, dans quelles circonstances et avec quelles règles. 3 questions vont devoir se répéter à chacun des temps et les réponses peuvent être différentes. C'est-à-dire que potentiellement, quand on a répondu à la question qui dans la phase du débat, si c'était les parents et les enfants, ça ne sera pas forcément les mêmes personnes qui vont être concernées par rapport à la deuxième phase du processus, qui est celle de trancher. Si par exemple les enfants et les parents étaient concernés dans la phase du débat, eh bien ça ne peut appartenir qu'aux parents de trancher, c'est une possibilité. Il faut systématiquement se reposer les questions à chacune des 3 phases, vous l'aurez compris. Et c'est évidemment la même chose dans la phase d'application, puisque une fois qu'on a tranché, il va falloir s'intéresser à qui est-ce qui va mettre les choses en application. Et l'après-midi, il était question de choisir soit des ateliers, soit des communications libres. Donc en fait, il y avait plusieurs choses en même temps, et chacun pouvait faire son choix en fonction des thèmes qui l'intéressaient le plus. Donc du coup, moi, pour l'après-midi, ce que j'avais choisi, c'était un atelier autour de la transe du couple. C'était un atelier dans lequel étaient mêlées les notions de mythe fondateur du couple, les notions de rituel, donc notamment le mythe fondateur. Vous savez que ça m'intéresse parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller la voir. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle articulait cette question justement du mythe
fondateurs du couple. Elle a notamment parlé d'une conceptualisation qui est celle de Seeger et Stamp. C'est une conceptualisation qui date de 1994, dans laquelle il parle des inducteurs des disputes de couple. Et donc ces inducteurs, ce serait en premier l'incertitude sur l'engagement des deux membres du couple, ou d'un des deux membres du couple. En second, la jalousie. En troisième, la violation des attentes. En quatrième, les différences de personnalité. Et ensuite, il y en a un cinquième qui a été rajouté en 2014 et qui est l'invalidation. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a montré une longue vidéo d'une demi-heure qui était un condensé de 2 séances de thérapie. En fait, il s'agissait d'un couple qui commençait vraiment à se faire beaucoup de mal et qui entrait presque dans une transe, à se disputer comme ça devant la thérapeute et à ne pas pouvoir se contrôler. Et lors de cette intervention, je commençais à faire des liens avec la discussion que j'avais eue avec Jean-Claude Maes à midi, où on parlait notamment de la question des mythes, la question des rituels à l'intérieur du couple. Ce sera le sujet notamment d'une des interventions que je ferai lors du colloque d'été de l'IFATC sur le couple. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse, je pense que vous pouvez encore prendre des places. Ça se déroulera à Lyon, dans les locaux de l'IFATC. Donc du coup, je vous mettrai également un lien, si jamais ça vous intéresse, dans la description de la vidéo. Ensuite, l'autre intervention de l'après-midi que j'ai eue, c'était une intervention dans laquelle était présenté un modèle, le modèle ICV, qui est un modèle de thérapie en fait, qui est proposé par Peggy Pace et qui s'intéresse au cycle de vie de la famille et à la manière en fait dont on va faire répéter aux personnes leur cycle de vie, ou en tout cas les événements qui sont marquants dans leur histoire de vie. Donc du coup, avec cette répétition, voilà, les intervenantes expliquaient de quelle manière est-ce que ça pouvait être vraiment thérapeutique, rien que du simple fait de raconter son histoire plusieurs fois. Voilà, c'était tout pour cette deuxième journée, vraiment des interventions d'une très grande qualité. Je voulais également vous dire que lors de ces 2 journées, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'entre vous qui me suivaient sur YouTube et c'était vraiment des moments extrêmement précieux. Et vraiment, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi et ça me touche beaucoup et presque je suis surpris en fait lorsque ça arrive. Donc du coup, je regrette après coup de ne pas m'être davantage intéressé à vous parce que du coup, ce sont des témoignages en fait qui sont extrêmement touchants que vous m'adressez et moi après coup, je me dis mais en fait, j'ai même pas demandé leur prénom, quoi. Je ne sais même pas comment ces personnes s'appellent. Donc du coup, je lance une bouteille à la mer pour toutes ces personnes qui sont venues me voir et pour lesquelles je n'ai même pas eu le réflexe sur le moment de vous demander votre nom. Si vous regardez la vidéo, écrivez-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça me permettra de mettre un nom sur votre visage et croyez-moi, je ne vous oublierai pas. Je l'ai déjà répété plusieurs fois sur la chaîne, mais vraiment, je vous remercie infiniment. Et là, le fait de pouvoir vous rencontrer en personne, vraiment, ça n'a pas de prix. Je serais très intéressé que vous me disiez si ce genre de format vous intéresse, le format vlog. Pour l'instant, je l'ai vraiment fait avec le minimum de technique en fait. J'ai pas fait d'investissement parce que je savais pas si c'était quelque chose qui pourrait vous plaire ou non. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si jamais ça vous séduit, j'essaierai de le faire en mettant un petit peu plus d'investissement déjà en termes de matériel, ensuite en termes de temps et en termes de technique pour que ce soit le plus qualitatif possible pour vous. Voilà, c'est sur cette belle terrasse avec ce beau soleil que se concluent pour moi ces journées francophones de thérapie familiale. C'était vraiment très intéressant pour moi de pouvoir le faire en le partageant avec vous. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ooh.